Comment je vois le contrôle technique dans les années qui viennent et plutôt même le monde de la construction. C'est-à-dire que dans le bâtiment actuellement, nous sommes dans une ère qui est complètement anachronique, qui fait que dans le séquentiel, avec les différentes phases qu'on connaît, APS, APD, DCE, etc., nous sommes encore sur un mode constructif que les autres secteurs industriels ont abandonné depuis très longtemps. Donc tout ça pour dire que nous sommes à la veille d'une révolution dans le bâtiment. Pourquoi? Parce que cette révolution a déjà eu lieu dans d'autres secteurs industriels et je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas lieu dans notre secteur. Je prends un exemple, c'est Elon Musk qui est ce que j'appelle le chef des barbares. Le barbare, c'est qui? C'est le barbare, c'est celui qui arrive dans un secteur industriel et qui dit tiens, mais ils bossent bizarrement ces mecs-là. Mais si on faisait autrement, peut-être que ça marcherait mieux. Bon, alors, Elon Musk, il a fait Tesla, avant il a fait PayPal, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a pris le monopole de la carte bleue sur Internet, alors qu'il y avait Visa, etc., il y avait des poids lourds qui étaient là. Il fait SpaceX, qui est en train d'amener le pion à l'aérospatial avec des fusées qui coûtent 10 fois moins cher. Et puis là, effectivement, il invente la voiture du futur. Non pas que la voiture est électrique, ça c'est sûr que c'est une nouvelle invention, mais surtout qu'elle est autonome. Et ça, c'est une véritable révolution. Et cette révolution, actuellement, eh bien, elle est en train d'être suivie par les autres constructeurs automobiles. Si vous voyez le dernier salon qui se tient actuellement à Francfort, tous sortent ou discutent ou travaillent sur la voiture autonome. Or, que dit Elon Musk? Il dit 10 ans pour la voiture réinventée, ces changements vont s'opérer de manière spectaculaire et assez rapidement. La majorité des voitures vendues d'ici 10 ans seront totalement autonomes et électriques. Si cette phrase avait été prononcée il y a 5 ans, on aurait dit non mais le mec il est barbeux. Là maintenant, on dit pourquoi pas après tout. Audi, elle aussi, enfin la marque a annoncé effectivement que sa voiture sera équipée d'un système qui permettra d'être autonome. Il y a 15 jours, Trump a autorisé, par un décret, la conduite de voitures autonomes sur les routes aux États-Unis, alors que jusqu'à maintenant c'était interdit, de telle manière à ce que les constructeurs automobiles puissent tester la conduite autonome sur les routes et pouvoir faire améliorer le système. Alors, ça c'est un article dernièrement des Échos qui montre que la conduite autonome va bouleverser complètement l'écosystème du secteur automobile. Mais plus que le secteur automobile, c'est l'ensemble du secteur, y compris les assureurs, puisqu'il y aura moins d'accidents, puisque 80% des accidents sont d'erreurs humaines, donc il y aura moins d'accidents, donc ça bouleversera complètement le paysage de l'assurance, bouleversera aussi complètement le système de la concession, parce qu'on ira certainement vers l'autopartage, et il y a des études qui montrent que ça va modifier complètement la manière dont l'économie et les acteurs tournent autour de l'automobile. Eh bien, je suis persuadé que ce phénomène qu'on voit dans l'automobile, on le verra aussi dans le mode de la construction. Alors, tout ça, je fais un petit rappel par rapport à l'avènement du numérique. Si vous suivez un peu ces évolutions-là, il y a une loi qui est intéressante, c'est la loi Moore. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la loi Moore. La loi Moore qui consiste à dire, et c'est vérifié depuis 1965, les capacités technologiques doublent tous les 18 mois. Nous ne sommes pas mentalement adaptés à des lois dites exponentielles. C'est-à-dire que la loi Moore donne en fin de compte une loi exponentielle du développement numérique. Donc ce qui veut dire que ce qui va se passer dans 5 ans, on ne peut pas le savoir, parce que ce sera avec des technologies qui n'existent pas aujourd'hui. Et c'est ça la grande difficulté de cette période actuelle, c'est qu'en fin de compte, on ne peut pas savoir comment sera fait le monde de demain, dans la mesure où la technologie qui existera dans 5 ans n'est pas encore aujourd'hui existante. Donc, on est dans un monde actuellement où, effectivement, nous allons vers des nouvelles technologies qui vont bouleverser complètement le jeu des acteurs
Et pourquoi le bâtiment serait à l'abri de cette révolution? Parce qu'il va falloir dans le bâtiment qu'on désapprenne pour mieux agir. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, il faut le mettre par terre. Parce que si on continue à faire ce qu'on fait actuellement, il va y avoir un Elon Musk qui va arriver et qui va dire les gars, attendez, moi je vais faire autrement. Et j'attends avec impatience le barbare qui va arriver dans le bâtiment, mais je pense qu'il y en a certains déjà qui s'y préparent. Alors, tout ça pour vous dire qu'actuellement, si on prend la croissance, alors ça c'est une étude mondiale, parce qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a que la France qui est en retard dans le bâtiment. C'est on va dire, c'est une constance mondiale. Eh bien, on s'aperçoit que la création de valeur dans la construction est, comparativement aux autres secteurs industriels, celle qui a stagné, voire baissé. Il faut savoir que, par exemple, en France, sur les 20 dernières années, la productivité dans le bâtiment a été 4 fois moins importante que la moyenne de productivité dans les autres industries. Donc nous sommes encore à l'âge de pierre dans le bâtiment. Vous allez me dire, l'âge de pierre c'est peut-être pas mal, mais dans le bâtiment. Mais voilà, quoi, je veux dire, c'est qu'actuellement, nous construisons encore comme il y a 30 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en bureau d'ingénierie il y a 30 ans. Si il y a 30 ans, je revenais dans le bureau d'ingénierie aujourd'hui, je ne serais pas dépaysé. J'aurais mon phase APS, mon APD, mon pro. Alors j'aurais peut-être quelques PDF que je n'avais pas à l'époque, parce qu'à l'époque, j'avais effectivement des plans et puis j'avais le téléphone avec comment? Le BIM. Alors voilà, je vais arriver au BIM. Mais oui, bon, enfin le BIM c'est pas encore généralisé, mais effectivement il y aura le BIM. Mais donc ça veut dire que je ne serai pas dépaysé. Un ingénieur qui va chez Renault aujourd'hui, il y a 30 ans, le mec il dit bah, comment on fabrique, etc. Il serait complètement dépaysé. Donc vous voyez, on est encore dans le bâtiment dans une période de transition. Alors, je reviens maintenant à la France. Il faut savoir quand même que, ça c'est une étude qui est sortie dernièrement, les coûts de construction français sont supérieurs de 23% à la moyenne européenne, hors foncier. Donc c'est vraiment les coûts de construction. Et donc on est 8e position sur les 28 pays européens. C'est vrai qu'en France on construit cher, et on peut dire aussi que la qualité n'est pas au rendez-vous. Malgré les bureaux de contrôle, malgré maintenant, alors il y a CERCAL pour le bâtiment, c'est-à-dire les organismes qui certifient l'environnement, les trucs plus C. Alors on a plus on a de tampons, moins on a de qualité. Donc il y a vraiment un problème. Alors, maintenant j'arrive à notre projet, donc ça c'est un peu le constat. Donc nous on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire par rapport à tout ça. Donc nous on s'est dit on va contribuer modestement à cette révolution numérique et on va faire en sorte, avec le BIM, puisque la maquette numérique effectivement émerge dans le bâtiment, on va faire en sorte que dans la maquette numérique, les contrôles soient automatiques. C'est-à-dire que effectivement, on puisse directement dans la maquette numérique faire en sorte que la réglementation accessibilité, et là on a commencé et on a fini d'ailleurs la réglementation sécurité incendie, puisse être tout de suite vérifiable dans la maquette BIM. Mais on était plus loin, on s'est dit, bon ça on pourrait le donner à nos ingénieurs et eux-mêmes vérifient ça, et puis on vend ça au maître d'ouvrage. Bon c'est intéressant. Mais on s'est dit non, ce qu'on va faire, on va le donner, on va le proposer aux architectes, aux bureaux d'études, pour qu'eux-mêmes, lorsqu'ils feront leur maquette BIM, ils aient tout de suite, effectivement, la vérification ou pas de la conformité à la sécurité incendie ou la réglementation sécurité accessibilité. Et donc, quelque part, effectivement, c'est pour ça qu'il y a la photo, nous sommes en train de faire disparaître notre métier. Et je pense que demain, lorsque le bâtiment sera dans une nouvelle ère, on n'aura plus besoin de contrôle technique. Et nous sommes déjà en train de proposer et de faire d'autres missions qui accompagnent nos maîtres d'ouvrage par rapport au BIM et au numérique. Et où notre expertise de contrôleur technique est utile, mais sous d'autres formes. Voilà. Donc, et ça, je dis à mes amis architectes, messieurs les architectes, faites la même chose.
travailler pour que votre métier disparaisse. Parce que demain, l'architecte est en danger. Donc, notre idée, c'est qu'effectivement, il y aura deux phases. Il y a la phase de virtualisation, la phase de réalisation. Nous, on travaille donc actuellement sur l'automatisation des contrôles. On travaille aussi sur des revues de chantier, des réunions de chantier en réalité virtuelle. On a actuellement un projet soutenu par PTNB, le plan de transition numérique du bâtiment, pour mettre en place des réunions de chantier dans lesquelles on pourra s'immerger dans la maquette BIM et pouvoir faire des réunions de chantier à distance, ce qui évitera en fin de compte aux gens de se déplacer sur le chantier et de perdre du temps. Vous savez qu'une réunion de chantier, quand on mesure combien on perd de temps à une réunion, c'est des coûts colossaux. BIM, sur ce que, en tout cas moi j'en sais, que j'ai beaucoup travaillé soit avec le COPREC et majoritairement avec le SINOV ou le Syntec, donc les syndicats des fédérations des maîtres d'œuvre ou des ingénieurs conseils. En fait, à chaque fois que par exemple s'il y a un bureau d'études fluides, un bureau d'études structure sur une opération, un maître d'œuvre, etc., à chaque fois que quelqu'un touchera la maquette, il faut bien dater votre action pour que dans le cadre d'une expertise, qu'elle soit judiciaire ou à l'amiable, le jour où s'il y a sinistre, on puisse retrouver, puisque évidemment comment est-ce qu'un expert remonte tout le fil d'un chantier, c'est au travers de vos plans qui sont avec des cartouches de vos sociétés, etc. Et donc là on sait, alors que le problème de la maquette BIM, c'est que si tout le monde touche dessus, etc., sans qu'on sache, on soit capable de dire qui a fait quoi, à quel moment, que ce soit le contrôleur, tel BET ou un autre, etc., et ben on aura bien du mal à en tirer les conséquences des responsabilités, des risques et donc de l'assurabilité, enfin de quel assureur sera difficile. C'est juste ça qu'il y a à faire, donc c'est plutôt pratique qu'autre chose. C'est une fois qu'on a fait une action sur le BIM, je crois que même pour des histoires de règlement de facture, vous le ferez forcément. À un moment donné, vous mettrez la date d'intervention, etc. J'ai fait des saisies de coûts de non-qualité voici une quinzaine, vingtaine d'années. Je pense qu'on est toujours à là. Le coût de non-qualité sur une opération, c'est en gros 15% du montant des travaux. Hein, c'est toutes les erreurs d'approvisionnement, les traînées qui sont mal implantées, les percements qu'on refait sur le chantier parce qu'on a oublié ça. Quand vous accumulez tout ça, y compris le matériel qui est immobilisé, les rebuts, hein, puisque effectivement lorsqu'on va faire des tas de salles de bain, il y a des morceaux de carrelage qui sont découpés, etc. On n'a pas l'approvisionnement qui fait pile poil par rapport. Quand on cumule tout ça, on arrive sans problème à 15% du montant des travaux. C'est 15% qui payent. C'est le maître d'ouvrage. C'est le maître d'ouvrage. Et en plus, ceux qui bossent sur l'opération, ils ont des marges pratiquement de quelques. Tout à l'heure, ça a été dit, les acteurs du bâtiment sont ceux qui ont les plus faibles marges dans les milieux industriels. Donc il y a quelque chose qui cloche. Donc je pense qu'il faut se remettre en question. Alors malheureusement, on a une loi MOP qui est, on va dire, qui empêche le maître d'ouvrage d'être intelligent. Je le dis clairement parce que il y a des maîtres d'ouvrage qui ont des idées intéressantes mais qui ne peuvent rien faire, qui ont les poings liés parce qu'il y a cette fameuse loi MOP. Il y a des lobbying infernales, ou infernaux, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, mais des lobbying infernaux lors des architectes, hein, pour ne pas le citer. Et en quoi elle vous brise la loi MOP parce que, la loi MOP parce que c'est du séquentiel. Or, on est maintenant dans des méthodes agiles. Il n'y a plus qu'un secteur où on est dans le séquentiel, c'est le bâtiment. APS, APD, DCE Pro, dans tous les autres secteurs, on est dans les méthodes agiles. Je veux dire, on applique le lean management, enfin bon, voyons un peu ce qui se passe dans les autres secteurs industriels pour voir que dans le bâtiment, on est encore dans des modes de réalisation qui sont des modes de l'ancien temps. Le problème de la maquette numérique, c'est que quand on peut mettre plein d'informations, par exemple, je vais mettre la fenêtre, je peux tout mettre, hein, la serrure, qu'est-ce que c'est, etc., avec la poignée. Donc, on peut avoir des maquettes très lourdes. Donc, il faut mettre l'information juste et suffisante pour l'exploitant, c'est-à-dire ce dont il a besoin pour exploiter son bâtiment. Mais effectivement, l'intérêt de la maquette BIM, c'est que derrière, effectivement, on a un outil de gestion patrimoniale qui devient extrêmement puissant. De coût global, qui fait partie de... Voilà. Absolument, ça c'est vrai. Donc mais c'est déjà c'est lancé un BIM, c'est pas... Ah oui, c'est lancé. Après, c'est simplement être conscient que BIM en bâtiment, c'est pas tout à fait l'industriel. Donc être bien conscient qu'il y a tout de même à chaque fois une notion... On parlait de la PIGE, on travaille avec la PIGE actuellement, qui lance ses premières opérations. Les industriels, eux, travaillent sur des catalogues numériques qui permettent aussi d'implanter dans la maquette BIM tous les éléments d'ouvrage avec leurs caractéristiques de conception qui, en fin de compte, est la maquette de l'architecte. D'accord. Alors ensuite, ce que doit faire l'entreprise, effectivement, il doit passer... Alors c'est là où actuellement, avec le séquentiel, on est dans l'aberration, c'est-à-dire que l'entreprise, elle refait l'étude, puisqu'en fin de compte, il propose des variantes, etc. Et donc, dans ce cas-là, il va faire ce qu'on appelle une maquette BIM exécution.
Alors, la maquette BIM exécution, comme certains architectes ne maîtrisent pas encore tout à fait la maquette BIM, il y a certaines entreprises qui sont en avance. Par exemple, je prends Bouygues Construction, ils refont complètement la maquette. La question est très intéressante, c'est qu'on fait à la fois la conception et l'exécution en même temps. Et là, le BIM prend toute sa raison d'être, vous voyez. Et malheureusement, lorsqu'on est en phase conception et ensuite on passe en phase exécution, là, il y a de la perte en ligne, puisqu'effectivement, il faut reprendre la maquette de l'architecte. Alors, les architectes disent actuellement, mais nous, pas de problème, on fera le BIM exécution. Sauf que ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en fin de compte, le meilleur qui peut donner, enfin, je veux dire, la personne la plus adaptée pour dire comment faire l'exécution, bah, ça va être le chef de chantier, ce sont les opérateurs, ceux qui travaillent en réseau. C'est pas un problème. Je veux dire, le numérique maintenant peut donner des possibilités. Et le conducteur de travaux fera ça sur le chantier de chaque. Il le fera, mais il y aura des technologies qui permettront de travailler en réseau. Et peut-être qu'on aura Mais c'est le cas. C'est le cas. Comment? C'est le cas. Ça existe. Ça oui, existe. Ça pourrait exister. Voilà. Actuellement, c'est pas tout à fait le cas. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un bouleversement. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a certainement un bouleversement de chaîne des contractuels. Parce qu'actuellement, le maître d'ouvrage, il a contrat avec le maître d'œuvre, il passe un contrat avec les entreprises. Ça c'est la loi MOP. Bon, c'est la loi MOP. Peut-être que l'avenir, ce sera un N plus 1, N, moins 1, tout en cascade. Bon, alors qui prend le leadership? C'est le contracteur général, ça existe déjà d'une certaine manière. Oui, mais la loi MOP, c'est pas. Donc qui prendra le leadership? Et c'est là où il y a une bataille actuellement des différentes organisations professionnelles. En disant l'architecte, c'est moi qui prends le leadership parce que pour moi le BIM c'est moi. L'entreprise générale dit non, le BIM c'est moi, donc je prends le leadership. Et pour tout dire, il y a même des exploitants actuellement qui réfléchissent à prendre eux-mêmes le leadership.